Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons et Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Salut. Bonsoir. Salut. Épisode 3. Ça faisait pas. C'est tout ça. 3. Le retour du retour. Toujours en Donjons et Dragons, avec cette campagne qui démarre sur un autre temps, hein, parce qu'on a eu 2 épisodes quand même assez violents, assez musclés. D'ailleurs, pour se rafraîchir la mémoire, on va avoir besoin de Chat, qui va nous résumer l'épisode 2. Sortez vos éventails, il a fait chaud. Hein. Du coup, nous avons commencé cet épisode où l'écho de Charlemagne se fait cramer la tronche en fait d'un gros coup du Félix. C'était sympa à voir. Nous, on était en bas, on se faisait tataner de tous les côtés. Ça sentait le grillé. C'est ça. Par les charognes, les chiens à 2 têtes, les espèces de 1000 pattes dégueulasses là. Heureusement qu'on avait le gros barbare en face qui a démonté la moitié de son côté. Notre super rôdeuse pendant ce temps-là qui esquivait et qui tatanait de son côté, tout, c'était magnifique. Pendant ce temps là-haut, il y a Mamnor qui se fait cramer la tronche lui aussi. Là, on a fait c'est la merde. Nous, on continuait de se prendre des petits coups des petits coups de surin. Moi, j'en fais plus de soirée barbecue avec eux. Hein, Pourtant, t'as eu une main très sympa qui est venue à ton épaule. C'était charmant. Et en face, il continuait mais vraiment des très beaux jets. Faut l'avouer, des très très beaux jets. Et là-haut, c'est Firfil, du coup, la femme de l'empereur, qui se fait cramer la tronche elle aussi. Et mon Dieu, on arrive enfin à la fin de notre combat à nous, lorsqu'on voit la Phénicière sortir, c'est ça un Phénicière, de belles, maléfiques chaînes, attraper le phénix et lui dire « Tu es à moi !» Et c'était la fin. On l'a vu tomber. Et la suite, après le générique. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know I was born. I tell you I was born for this. Ain't nothing gonna stop me now. I was born for this. La scène fut violente, troublante et choquante. Elle restera gravée dans vos mémoires à jamais. La Phénicière s'écroule et aussitôt les gardes impériaux parviennent à briser les 2 battants de la monumentale porte menant vers vous, vers la funeste cérémonie de l'incandescence. Le choc est accompagné d'un son métallique désagréable. Les gardes et paladins impériaux repoussent les derniers charognards tout en cherchant à brûler les restes de la sombre sente. Immonde pourriture nécrotique venue des ténèbres, ayant vomi ces monstres jusqu'à submerger les vivants lors de cette sombre soirée. Vous ne pouvez que constater l'horreur de la situation. Les corps carbonisés de l'écho de Charlemagne gît au sol, presque réduits en cendres, en partie figés, telle une statue de charbon dans une position grotesque. Tout comme le duc de Bretagne et sa fille, l'impératrice du fragment du crépuscule, l'elfe sylvestre Firfil. Sans vous laisser comprendre de quoi il en retourne, on vous a arrêté tel de vulgaires voleurs, enfermés, puis questionnés, fermement, violemment, pour obtenir le moindre détail pouvant expliquer cette catastrophique soirée. Pourquoi étiez-vous ici? Qui vous a conduit jusqu'au lieu de la cérémonie? Avez-vous prémédité votre arrivée sur les lieux? Depuis combien de temps? Au bout d'un temps, qui vous sembla être une éternité, on vient vous délivrer. Un paladin impérial entre dans les geôles du palais pour avertir les gardes de vous relâcher. Surpris, ils obtempèrent en lisant la missive du protecteur de l'empereur
en armure ressemblant vaguement à la chitine indestructible d'un puissant insecte. Ce paladin, avant votre départ, précipité des geôles de la prison palatine, vous remet discrètement un papier. Celui-ci n'indiquait pas l'origine du rédacteur, mais son objectif. Il y est écrit « Retrouvez-moi l'hydre timide. D'ici 2 heures, une personne viendra vous voir. Pour l'Empire, pour la Phénicière et pour une poignée d'or. » Tout en prenant vos affaires et en descendant les marches menant à l'extérieur du palais, vous avez pensé à Lovsi. Celui-ci n'accompagne pas votre compagnie, menée par une dizaine de gardes impériaux. L'orage continue de gronder à l'extérieur. Le temps se veut juge de ces sinistres événements, tout comme la lune rouge qui semble briller d'un feu intérieur étrange. Vous êtes donc à présent au sein de l'auberge de l'Hydre Timide, que vous connaissez de réputation car celle-ci est plutôt bien tenue et l'on peut y entrer jusqu'à une heure tardive, comme c'est le cas pour vous actuellement. Il est environ 2 heures du matin et vous êtes sur l'une des parties du puissant mur d'enceinte menant au nord-est vers cette auberge et la façade maritime où l'embrun de la mer vous fouetta le visage de son air iodé. Les mouettes tentent de planer tant bien que mal pour rester près du port et les nombreux poissons livrés par les navires amarrés. Au loin, en plein cœur de la passe de la Tarasque, on peut encore discerner certains jours les restes de l'immense créature marine du titan fou qui défia la cité parisienne et son futur sauveur, Charlemagne. À l'intérieur de l'auberge, il fait chaud. Vous pouvez vous désaltérer d'une bonne bière et il y a encore un peu de monde malgré la fermeture qui s'annonce sous peu. L'Hydre Timide est une auberge construite en briques rouges solides et son plafond bas ainsi que ses quelques poutres donnent une atmosphère chaleureuse au lieu. Les convives sont tous humains et discutent entre eux paisiblement. On sent l'heure tardive. Les traits de certains sont d'ailleurs tirés par la fatigue. Les multiples lanternes de forme géométrique, en fer forgé et ressemblant à des sublimes lampions, éclairent suffisamment la pièce, tout comme quelques bougies qui coulent lentement sur des réceptacles en terre cuite posés sur les petites tables carrées de l'édifice tout en longueur. Un escalier à la gauche de votre table permet d'accéder aux chambres. Vous apercevez encore, au loin, à l'autre bout, le comptoir du puissant mais vieillissant aubergiste. Des chopes sont posées près de vous, pendant que vous attendez, épuisé, le fameux messager. Est-ce que t'as besoin que je te soigne un peu? Oui. Ce serait une bonne idée. Parce que là, du coup, on n'a pas eu le temps de se reposer en Ah plus. Non, On n'a pas eu le temps de se reposer. Surtout que je dois avoir 2-3 bleus, parce que j'ai pas dû vouloir me laisser faire, en fait, quand ils ont essayé de m'emmener... Quand ils ont essayé de m'arrêter. Je pense. J'imagine la même chose. Ils ont peut-être dû s'y mettre à plusieurs. Donc je vais tenter un soin de blessure. ok. Et ben t'as de la chance, 6 plus 5. Il te restait 5 points de vie. Donc tu aurais gagné 11 points de vie, c'est ça? Ah oui, c'est pour ça. Je me dis, on sait pas ce qui nous attend. Oh oui, faites bien, en fait. Est-ce que vous faites... Je me dis là au mur. Bah, en fait, je pense que j'ai le double de ce que vous avez, tout ce que vous dit. Non, pas spécialement. T'as combien maintenant, mais... T'as combien de points de vie? Là, il Cinquante. m'en restait 42. Ah oui, tu veux dire là, actuellement, oui. Est-ce que vous faites autre chose en attendant donc, cette personne? Boire un coup. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on vous a servi des chopes. Et au bout d'une demi-heure, vous voyez pour rentrer une personne plutôt richement vêtue. Son pourpoint noir est fait d'un tissu de grande qualité. Des fils d'or soulignent l'extrême richesse de cet homme. Son regard semble doux, mais déterminé. Son torse est mis en valeur par son pourpoint dont les fils d'or et un autre tissu noir semblent se mêler en une étrange et hypnotisante arabesque. Il cherche quelque chose, et, posant enfin ses yeux sur vous, il ne peut s'empêcher de dessiner un sourire léger à la commissure de ses lèvres. Une barbe brune, taillée pour le plus bel effet, affirme ses traits. Ses cheveux sont de la même couleur et coiffés avec le plus grand soin. C'est un homme qui prend grand soin de sa personne, vous dites-vous naturellement. Il se dirige d'un pas assuré vers vous, prend une chaise en bois à côté de votre table et la ramène pour s'asseoir, sans votre permission, à vos côtés. Vous avez l'impression malheureuse d'avoir une reproduction fidèle de la même scène vous ayant conduit à la rencontre avec Lolsin et jusqu'à cette triste nuit. Il prend soudain la parole d'une voix douce. La compagnie Malégol. C'est cela. Et tout en posant sa question, il sort 2 pièces d'or.
et joue avec une grande dextérité avec celle-ci entre les doigts de sa main gauche. Voyant que vous ne réagissez pas tout de suite, il se rapproche un peu plus et prononce plus fermement ses propos. Vous êtes la compagnie Malégole. Oui, tout à fait. C'est vous qui avez assisté à l'horrible tragédie qui s'est déroulée il y a quelques heures. C'était dramatique. Et juste au moment où tu termines ta phrase, Malicia, les cloches de Paris résonnent à l'unisson d'un martèlement sinistre. Lentement, elles annoncent aux habitants de la capitale la fin de l'écho. Le fragment devient orphelin de son empereur, de son représentant, d'une partie de lui-même et donc de son destin. Ce son est une désolante incantation déjà entendue 15 ans auparavant. À l'époque, l'écho précédent du fragment du crépuscule avait trouvé la mort lors de la grande bataille contre les elfes sylvestres du royaume de Bretagne. Le territoire était difficile et les conditions désastreuses pour les troupes impériales, même si de multiples batailles furent remportées par la grâce de la Lune Rouge. L'empereur s'était enfoncé profondément en terre sylvestre, et ce fut là sa première erreur. Au cours d'un assaut, il fut capturé par les elfes sylvestres après la chute des troupes impériales face au choc que fut la rencontre d'une des plus anciennes créatures de la forêt de Brocéliande, la Bête. Il fallut que l'écho puise en lui pour repousser les assauts répétés de la monstrueuse et phénoménale créature de la forêt. On dit que l'on entend encore le souffle de celle-ci la nuit, dans les coins les plus reculés de Brocéliande. Sa seconde erreur fut de croire que le roi de Bretagne allait l'épargner. On ne revit jamais son corps. L'écho suivant, celui que vous avez connu ces 15 dernières années, n'avait étrangement pas voulu se venger. Il conclut au cours de quelques années de négociations une union pour intégrer le royaume de Bretagne en un nouveau duché rattaché à l'Empire lui-même, offrant des gages à la lignée sylvestre sur la protection de ses coutumes et de ses terres. Le duc reprend juste après toi, Malicia, lui aussi a très bien compris la signification de ce son se propageant au sein de la capitale. L'Empire tout entier sera au courant à présent. La cérémonie de l'incandescence n'a pas été très fructueuse, C'est le moins qu'on puisse dire. et je ne sais pas si vous avez compris tous les tenants et aboutissants de cette situation. Manmort est mort, les personnes qui l'accompagnaient, les différents orques, sont repartis précipitamment. Nous attendons le prochain écho, et Olshad a été arrêté. Qui est cette personne? Lolsin, celui qui avait demandé à ce que vous soyez les protecteurs de Feu la Phénicière. C'est grâce à moi si vous êtes aujourd'hui hors de prison. Merci. De rien. J'aimerais savoir précisément ce que Olshad avait pu vous dire concernant Clotilde, la Phénicière. Il nous a missionné de la protéger. On peut dire que c'est raté. À part nous faire des reproches, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? D'aider le fragment du crépuscule et d'aller le plus loin possible concernant votre première mission, en la rallongeant. Bien sûr, en rallongeant cette mission, je vais forcément aller plus loin que ce que vous proposez Olshad. Il me semble que c'était 100 pièces d'or chacun. Oui, tout à fait. J'augmente à 1000. Ça fait vraiment beaucoup. Oui. Ça fait une sacrée somme. C'est très intéressant. Autant dire que vous avez autant d'argent qu'une personne qui travaille pendant plus d'une année. Je pense que grâce à cet argent, vous pourrez vivre décemment pendant un petit moment. Attendez, parce que là, on nous a proposé 100 pièces d'or pour quasiment se faire massacrer par une bande de charognes. Qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse pour 1000? Je vais devoir tout vous expliquer. Clotilde était donc une phénicière qui siégeait de temps à autre dans mon duché. Je oubliais d'ailleurs de me présenter, mais je suis le duc de Champagne, Foulques. Voyez-vous, mon duché est très important pour le fragment et aussi bien pour l'Empire lui-même. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la guilde. Le centre de leur pouvoir se tient au sein de mon duché. Vous savez que la guilde est la compagnie de marchands la plus connue à travers l'Empire. C'est la guilde de marchands.
D'ailleurs, son nom correct est Guilde Céleste des Marchands. Ses membres s'occupent principalement du transport de marchandises, mais avec le temps, ils se sont diversifiés et offrent à présent de nombreuses activités. Mercenariat, produits exotiques, commerce parfois plus ou moins légal, selon certaines langues, qui se délient mais qui jamais ne reparlent ensuite. Elle possède un quasi-monopole sur les échanges entre les fragments, car elle est la seule à détenir de vastes appareils volants, de grands aérostats appelés Célestes, qui desservent sur de grandes distances les différentes cités de l'Empire lunaire. Voyez-vous, j'étais présent, moi aussi. Pas directement lors de la cérémonie de l'incandescence, mais j'avais de très bonnes relations avec l'empereur. Et de très bonnes relations avec la Phénicière. Elle était un peu mon éminence grise à l'intérieur de mon duché. Elle est venue me voir quand elle est arrivée à Paris avec la jarre où se trouvait le phénix impérial. Avant de pratiquer la cérémonie, elle voulait intercéder auprès de l'empereur et elle voulait que je lui permette de voir l'empereur après la cérémonie. Elle avait quelque chose de très important à lui dire. Elle avait vu quelque chose à Aldébaran. Aldébaran ou Aldébaran, selon les régions, est l'ancienne capitale du premier empire lunaire. Celle où vivait autrefois l'empereur rouge et ses fidèles. L'ancienne capitale fut maudite il y a environ 500 ans par le titan Prométhée, lorsqu'il mit fin à la lignée de l'empereur rouge, la dynastie originelle du premier empire lunaire, celui qui fut l'apogée de la gloire de Séléné, qui s'étendait de l'Occident jusqu'aux portes de l'Orient. On dit que le jour de la mort de l'empereur rouge, l'avatar de la Titanide, devenue déesse, Séléné, la lune rouge, voila le ciel de ténèbres pour propager une obscurité rougeoyante et malsaine, terrifiant en un instant les soldats de Prométhée. Prométhée, quant à lui, pour répondre aux menaces de sa sœur, décida de maudire le cœur de son empire. On dit que ceux qui avaient pu fuir la colossale enceinte d'Aldébaran purent entendre soudain un profond silence, puis des cris d'horreur et de souffrance. C'est comme si des milliers d'âmes souffraient ensemble l'espace d'un instant. Puis de nouveau, un silence glaçant. Une épouvantable odeur de fer émana soudain pendant plusieurs mois des portes de la capitale maudite. Plus personne ne voulut y retourner. Lorsque Charlemagne revint, en 800, avec le cœur de Prométhée, il pensa libérer la cité du Titan vaincu. Ce fut le seul échec de sa longue vie. Tout en y repensant, vous entendez un raclement de gorge très artificiel de la part de votre interlocuteur qui poursuit son monologue. Elle a vu quelque chose. Et elle voulait en parler à l'empereur lui-même. Quelque chose qui a fait que, sans doute, le phénix a été incontrôlable. La mission est simple pour votre compagnie. Ce que j'aimerais, tu vois qu'il continue à jouer avec ses 2 pièces d'or, ce que j'aimerais, c'est que vous alliez à Aldébaran. Et que vous compreniez ce qui s'y est déroulé. Ce qu'a pu voir Clotilde. Si vous faites cela et que vous revenez, les 1000 pièces d'or chacun sont à vous. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous communiquer pour appréhender au mieux cette mission? Simplement que, d'après Clotilde, le sujet était tout simplement, avec lequel elle voulait s'entretenir avec l'empereur, était tout simplement la fin de l'Empire lunaire. Bah ça a l'air plutôt bien parti, hein. C'est plutôt une broutille concernant l'écho. On devrait en avoir un autre qui devrait arriver. Par contre, la situation avec Mamnor est catastrophique. La discussion qu'a eu l'empereur avec Mamnor devait créer des négociations qui auraient pu limiter l'invasion ou arrêter l'invasion des orques. Maintenant, ça risque d'être difficile. Ça risque d'être d'autant plus difficile que maintenant, le lien avec le duché de Bretagne est stérile. Firfil est morte, tout comme son père. Ce qui fait que le duché pourrait devenir de nouveau
un royaume indépendant. Le duché de Bretagne est en soi un endroit peu connu de la plupart des membres de l'Empire, à l'exception de vous deux, Abilat, puisque ton cercle druidique vit au sein de la forêt de Brocéliande, et toi Malicia, car tu fus recueilli par des elfes sylvestres de Bretagne. Nombreux sont ceux se posant la question de l'intérêt profond de posséder ce territoire. Les successifs échos du fragment du crépuscule ont cherché à conquérir ce royaume, sans doute par vanité selon certains, sûrement pour affirmer l'autorité de Séléné, en agrandissant toujours un peu plus les frontières de son empire lunaire selon d'autres. L'ancien royaume appartient aux elfes sylvestres depuis des siècles. Ceux-ci gardent jalousement les frontières de leur territoire, tout en concédant le principe de suzeraineté à Charlemagne. La religion officielle est celle prodiguée par les membres du Cercle Écarlate, mais beaucoup d'elfes sylvestres ont conservé les rites de leurs ancêtres. D'après ces mythes, les plus tenaces, il semblerait que Gaïa fut maîtrisée par Séléné et ses troupes sur ses terres nourricières. On dit d'ailleurs que c'est là, dans les plus profondes forêts du duché, que repose, dans un endroit constituant une prison éternelle, le corps de la Titanide vaincue. D'après certaines rumeurs, l'obtention du contrôle de ces terres par l'Empire se comprend à l'aune de la menace grandissante des orques du roi de Malnor. Ces rumeurs affirment que de nombreux émissaires sylvestres sont venus à la capitale, sans doute pour négocier des accords sur l'importance du contingent elfique à envoyer au sud du fragment du crépuscule pour endiguer les orques. Le duc de Champagne, tout en réfléchissant lui aussi à la situation, reprend ses propos. Une dizaine d'années de négociations ont été détruites en quelques minutes. On comprend bien les différents enjeux politiques, territoriaux. Et encore, ce sont les trames majeures. Je ne parle pas du rôle des Phéniciers, qui sont de plus en plus tendus avec le Cercle Écarlate. Autant dire que la grande prêtresse va jouer des coudes pour montrer que les Phéniciers ont sûrement voulu ternir l'image du fragment du crépuscule, ou qu'ils ont cherché à posséder un quelconque pouvoir en tuant l'écho de l'empereur. Peut-être pour les Prométhéens. Donc vous savez que les Prométhéens, c'est le nom qu'on donne à ceux qui sont les fidèles du titan Prométhée. Ils se considèrent comme des hommes ayant ouvert les yeux sur les mensonges du monde, des êtres ayant réussi à s'extraire de l'influence néfaste de la lune rouge en renonçant à l'empire lunaire et ses mirages. Le mirage est pour eux celui du progrès et de la fausse unité énoncée par l'empereur. Selon les préceptes prométhéens, les gouvernants et l'ordre religieux, au pouvoir, le cercle écarlate, ont abusé de la crédulité du peuple. La religion et la loi ne seraient que de fausses morales. La vraie morale ne serait pas une morale individualiste ou égoïste, ni une morale attachée aux préceptes religieux. Cette morale serait une morale qui consisterait à la recherche de l'accomplissement du bien commun, de l'intérêt de l'humanité. Pour l'atteindre, comme les gouvernants ne peuvent se refuser à rompre avec ce qui constitue leur autorité, il faut passer par des actes. La parole pour les uns, la violence pour les autres. Ils revendiquent un esprit de liberté et veulent affranchir le monde du voile trompeur de l'empereur et de Séléné. Lunélon, le chef des Prométhéens du fragment du crépuscule, même s'il ne se revendique pas en tant que tel, fait partie de ces hommes qui prônent l'échange, le discours pour force de frappe. Tout du moins, c'est ainsi qu'il agit face au peuple. Si la folie du phénix impérial était d'une quelconque manière associée aux Prométhéens, cela remettrait tout en question. C'est quand même très étrange que le phénix se soit retourné contre la phénicière. C'est assez incompréhensible. C'est cela, c'est incompréhensible. Et peut-être que la clé se trouve à Aldébaran. En tout cas, le seul moyen de le savoir, c'est d'y aller. Et je vais poser une question dont j'ai certainement déjà la réponse, mais qu'est-ce qui empêche d'envoyer un contingent directement à Aldébaran, armé? Tout d'abord, l'Empire lui-même. Actuellement, le Cercle Écarlate est aux commandes et la grande prêtresse a déjà des coupables tout désignés, les Phéniciers. Pourquoi prendre du temps dès lors avec les propos d'un Olsine sur Aldébaran? Enfin, parce qu'un nouvel écho devrait arriver rapidement et il se chargera de faire la lumière sur les événements comme il l'entend. Peut-être en se tournant du côté des Prométhéens, et ainsi de Lunélon. Donc autant envoyer des agents indépendants qui, s'ils se font tuer, n'ont aucun lien avec l'empereur.
Pas de Je traces. préfère avoir des informations fraîches et pouvoir développer au maximum les détails que vous pourriez m'obtenir pour essayer d'avoir une place particulière auprès du futur écho. J'imagine qu'il vaut mieux qu'on parte vite, avant que les informations ne soient déjà parties avant nous. Oui. Et pour cela, heureusement, vous avez la chance, et tu vois qu'il cherche dans sa tunique. Il sort un parchemin. Vous allez pouvoir vous offrir un passage à bord d'un céleste. La guilde a une de ses dépendances ici. Tu vois qu'il te remet le parchemin. Vous aurez à voir le principal de cette guilde. Lire. C'est un gnome, très agréable d'ailleurs, du nom d'Agbor. C'est lui qui dirige la guilde ici. Vous verrez que il sait se montrer utile. Montrez-lui le parchemin et il vous laissera passer jusqu'au relais des Alpes. De là, vous pourrez directement aller à Aldébaran. Juste comment on peut appeler cette embarcation du coup? Les Célestes. Le Céleste. D'accord. Alors vous avez pu en voir parfois des Célestes, sachant que ils volent assez haut, donc on a du mal à les discerner, mais ça ressemble à une sorte de grosses boîtes en métal, sous une forme un peu de poisson, avec des membranes assez orangées, quelques lumières qui pulsent à différents endroits, donc peut-être des choses qui lui permettent de se soulever. C'est large d'à peu près 150 mètres, donc de la taille de la tour de Bretagne, la moitié aussi de la tour Eiffel, s'il faut donner une échelle. C'est plusieurs tonnes, donc qui peuvent être transportées, jusqu'à une quarantaine de personnes qui peuvent être déplacées à travers cet appareil. C'est l'un des éléments les plus sûrs de transport de marchandises, et c'est ce qui permet de circuler le plus rapidement possible. Voilà. Mais par contre, c'est excessivement cher. Donc généralement, c'est plutôt des personnes assez... Du coup, justement, je regarde le parchemin s'il y a quelque chose qui indique que le voyage est pour le nombre de personnes, gratuit, enfin... voilà. Les informations sont bien notées. Tu vois qu'il a noté la compagnie de Malégol, sans donner un chiffre, un nombre. Par contre, c'est bien un passage, donc c'est bien indiqué Paris, relais des Alpes. Donc il n'y a pas le retour. Il y a pas le retour. Non. Et ensuite, vous pouvez partir à n'importe quel moment. Du coup, je lis le parchemin, le retour était trop cher. Disons que je ne sais pas si vous allez y revenir, donc autant essayer de limiter les dépenses. Bon, écoutez, ça promet. Et on vous retrouve comment, du coup? Eh bien, si vous êtes rapide, on peut se retrouver à Agone, donc sur la capitale du fragment du Zénith. Ou alors, si vous êtes un peu plus lent, eh bien, directement à Paris. Logiquement, je dois séjourner quelques jours à Agone. J'essaierai de vous attendre le plus possible. Maintenant, si quelque chose vous ralentit dans votre passage, on se retrouvera à Paris. Parce que le voyage dure combien de temps? Alors tout dépend en fait du temps de trajet. Des Alpes jusqu'à Paris, c'est à peu près 16 jours à pied. En Céleste, c'est une demi-journée. Ah oui. Ce qui a fait la richesse de la guilde. C'est vraiment, on transporte énormément de quantité en très peu de temps. Donc ce qui leur a permis d'avoir quasiment le monopole sur les marchandises, sur les transactions qui sont effectuées d'un point de l'Empire à l'autre. Faites-moi un test d'intelligence. On va le faire dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par Malicia et en finissant par Zarus. Ok. 17. Ok. 14. 12. 12. Ok. Donc tous, vous rappelez, vous avez déjà entendu parler de la guilde et en fait, à force d'en parler, vous rappelez que la guilde, alors même si elle a eu un monopole, il y a peu de temps, il y a à peu près quelques jours, vous aviez entendu parler d'un nouveau traité qui allait être organisé par l'empereur, qui allait interdire dans le fragment du crépuscule le trajet des Célestes à l'intérieur de son fragment. Pour quelle raison? Ça par contre, ça n'a jamais été dit. Ok. C'est le moment de voyager. C'est l'occasion jamais. Occasion jamais. Et vous allez voyager à bord d'un magnifique Céleste.
Ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut se payer ce genre de voyage. Profitez-en. Surtout pendant les derniers. J'espère pas pour vous. Ça veut dire que vous voulez qu'on rentre vite, mais aller jusqu'aux Alpes, c'est le plus facile. Revenir à pied, ce sera beaucoup plus compliqué. Non mais non, il veut qu'on le rejoigne à Agone, c'est pas loin. Je sais pas, Gaune, c'est loin ou pas? C'est pas très loin en fait, faut descendre un petit peu les Alpes. Autant pour moi. Voilà, faut descendre un petit peu les Alpes et puis après vous retrouvez la capitale du fragment du Zénith. Je rembibonne. Où se trouve en fait, l'écho finalement du Zénith. Ouais, bon, ça peut toujours partir du principe que ce soit rapide. On sait pas ce qu'on va trouver sur place. Et la mission que vous nous donnez, elle est connue des gens? Est-ce qu'on peut parler de votre nom ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on soit discret? Essayez d'en dire le moins possible sur moi. Donc si Disons on que- croise des gens du Zénith, du fragment du Zénith et qui nous demandent ce qu'on fait là, on ne doit pas parler de vous. Alors vous pouvez parler de moi, mais pas de votre mission. Ok. Vous pouvez très bien dire, ça ne me dérange pas que vous travaillez pour le duc de Champagne. Très bien. Ça vous ouvrira d'ailleurs peut-être quelques portes, qui sait. J'en suis sûre. Et en termes de logistique, ce qu'il va nous falloir de la nourriture, certainement du matériel. Bon, ça, mon ami, c'est à vous de vous débrouiller, vous êtes des mercenaires. Je vous paye pour une action, maintenant à vous de vous organiser. Je suppose qu'à bord, il y aura de quoi se substanter. Oui, en payant. Moyennant finance. Pour le matériel. Pour la nourriture, effectivement, tout est déjà fourni à bord. Voilà, c'est ce que je voulais. Au-delà du céleste, après, c'est à vous de vous débrouiller. Mais sachant qu'il vous dépose au relais des Alpes, vous aurez la possibilité d'acheter tout le type de matériel que vous pourrez trouver. Je suis fatiguée, moi. Avez-vous d'autres questions? Tu vois qu'il remballe donc ces deux pièces. Tu vois en fait Croque-Mite qui s'est un peu collé, qui a posé sa tête sur sa cuisse. Tu vois qu'il le regarde, puis il le caresse très légèrement. Vous l'avez depuis longtemps? Quelques années, oui, en effet. Il a l'air de vous apprécier. Vous êtes attaché à lui? Très. Il n'a pas de prix? Aucun. Dommage. Très bien. Tu vois qu'il le caresse encore un petit peu, puis Croque-Mite donc se recolle à toi. Avez-vous d'autres questions concernant votre mission? Qu'est-ce qu'on risque de trouver à Aldébaran? Je ne sais pas. Malheureusement, Personne n'a essayé jamais d'y aller. si, des aventuriers ont... Est-ce que Clotilde en a ramené en disant Lajar, elle a réussi sa mission. Elle a rencontré des embûches, des problèmes, elle en a parlé. Elle m'avait dit qu'elle a eu de nombreux problèmes, et notamment avec des charognards. Est-ce qu'il y avait des hommes qui l'accompagnaient? Non, simplement Olshad. Et Olshad n'a pas desserré les mâchoires depuis le bec, depuis qu'il a été arrêté? Il était très proche de la phénicière, et comme la grande prêtresse essaye de se focaliser plus sur la phénicière et le rôle des phéniciers plutôt que un rôle extérieur aux phéniciers, malheureusement, Olshad en pâtit. Qu'est-ce qui peut l'avoir poussé à nous demander de l'aide par une intuition merveilleuse? Peut-être que vous ne coûtiez pas très cher. Oui, dans tous les cas, que ce soit nous ou d'autres, ils cherchaient des gens. Hein. Oui, sauf que s'il cherchait des gens, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est qu'il se méfiait de quelque chose. Il en a parlé à personne. Non, effectivement. Et il a cherché des personnes extérieures au château. Mhm. Peut-être qu'il se méfiait déjà du rôle du cercle écarlate. C'est compliqué tout ça. Focalisez-vous sur Aldébaran. Quant à moi, je dois retourner d'ici quelques heures. Et vous entendez en fait encore les cloches sonner. Donc vous savez que ça va prendre sûrement une bonne demi-heure avant que ça s'arrête. Donc c'est vraiment pour signaler à l'ensemble de l'Empire. Donc en fait, ça se réverbère. Hein. Vous avez d'abord les premières cloches de Paris.
Puis à force, hein, c'est un petit peu comme des feux d'alarme, hein, vous avez différentes cloches après qui sonnent tout aux alentours pour essayer de signaler la mort de l'empereur. Je vais vous laisser, je retourne au château impérial et voir ce que je peux faire concernant le Tchad. Si tant est qu'on puisse faire quelque chose pour lui. Je l'espère. Bien, je vous souhaite, alors je ne pourrais pas forcément dire une bonne soirée, mais profitez bien de votre dernière nuit, avant votre départ. Et tu vois qu'il se lève, vous fait une petite révérence qu'il n'avait pas fait à l'entrée, et il sort. Et donc il vous laisse. Vous voyez une femme donc, qui s'approche, donc vous voyez qu'elle a une sorte de gale au niveau du cou, donc elle est plutôt mignonne, mais avec donc vous voyez, hein, c'est un petit peu râpeux, puis assez sale, et elle s'approche de vous. Excusez-moi de vous déranger, mais nous allons fermer d'ici quelques heures, enfin quelques heures plutôt, quelques minutes. Soit vous prenez une chambre, soit je vais vous demander de sortir. C'est quoi le prix de la chambre? Le prix de la chambre, oh, c'est 5 pièces d'argent par personne. Autant dormir dans un vrai lit. Je suis Je suis- d'accord aussi Je pour suis plutôt d'accord. qu'on se repose et qu'on parte demain matin à la première heure. Donc 2 pièces d'or pour tout le monde. Par contre, malheureusement, l'animal devra rester là, il ne rentrera pas dans la chambre. À l'extérieur. Combien de plus? Pour qu'il reste. Ce n'est pas moi, et tu vois qu'elle prend un peu sa boucle et elle regarde l'aubergiste qui est là. Donc c'est un homme assez trapu, mais tu vois qui nettoie le verre, donc il la regarde comme ça, puis elle lui fait un signe pour l'animal. Je pense pas qu'on va pouvoir l'accepter. Bon bah il va aller dormir dehors sans qu'il c'est pas grave. Il a l'habitude. Désolé, hein, je peux pas faire autrement. Vous réglez comment? En liquide. Oh, vous prenez la carte? Ça fait 2 pièces d'or en tout. Hein. Ouais, bah je vais payer 2 pièces d'or, et puis voilà. T'as dit 2 pièces d'argent par tête. Non, 5 pièces d'argent par tête. J'avais compris 2. Sachant que 10 pièces d'argent, ça fait 1 pièce d'or. Voilà. Comme ça. Les rats que je suis. Tu lui donnes. Donc elle te regarde en voyant les pièces d'or et... Merci. Donc elle se dépasse. Ça vous fera 2 pièces d'or aussi. Donc elle les pose et puis elle se redirige. Si vous voulez voir tout de suite vos chambres ou je peux attendre et... Oui. D'accord. Eh ben, suivez-moi. Et tu vois qu'elle se déplace et donc elle vous amène au 2e étage. Donc vous entendez déjà ronfler. Vous voyez pas que... En fait, c'est quasiment plein. Donc vous avez 2 chambres au 2e et puis elle vous montre 2 autres chambres au 4e. Et donc c'est vraiment un bâtiment alors qui a l'air assez ancien, malgré le fait que dans cette partie donc de Paris, c'est assez neuf, donc ça a l'air d'être une auberge assez ancienne. Et donc elle vous montre vos chambres qui sont assez simples, mais plutôt propres. Et, Première chambre qui vient. et donc elle vous montre ça, puis vous pouvez dormir donc, à l'intérieur du bâtiment. Sachant qu'il n'y a pas de fermeture, donc on a un accès libre voilà, aux chambres. Ouais. On n'a jamais eu, et quand elle vous voit à vos têtes, on n'a jamais eu un seul problème ici. Pardon. Ouais. Du coup, de l'intérieur, il y a une chaise, une table, quelque chose? Ouais, il y a 3 chaises à chaque fois. Alors bizarrement, il n'y a pas de table, mais il y a 3 chaises à chaque fois. Du coup, bah, dans ma tête, moi, au moment d'aller me coucher, je bloquerai la porte par réflexe. Ok, ça marche. Donc chacun dort dans sa chambre. Donc, Ah, c'est des c'est chambres avec 4 chambres. 4 chambres Ouais, avec un 4 seul lit. chambres. Moi, je dors pas toute seule. Hein. T'avais pas un matelas? Ah bah après, vous pouvez, si vous voulez, déplacer... alors bon, Prends ton matelas, tu le mets dans la chambre. alors sachant que c'est une sorte de tissu dans lequel on a rembourré avec de la paille. Hein, et donc, Oh, bah, je m'en fous, je prends le match. donc ça déborde un petit peu, t'as de la paille un peu qui tombe légèrement, mais tu peux le déplacer. Donc tu dors dans sa chambre? Ouais. Et donc, ben, tu vois Croque-Mick qui te regarde avec des petits yeux, donc au moment où tu montais les escaliers. Et donc, que fais-tu? Moi je le regarde et puis je lui dis que ça va aller et je lui dis fais ta vie. Allez, hop, zoom. Tu vois qu'il te regarde et t'entends l'orage au-dessus de vous.
La pluie qui continue à battre contre la vitre. mais Tu vois, qu'est-ce qui te qu'il regarde fait avec des petits yeux, tu vois, qui s'agrandissent comme ça, les pupilles qui sont de plus en plus larges. Et tu vois, qui te regarde et... Est-ce que nous aussi on voit Ouais, Est-ce que l'aubergiste, elle est toujours là, la nana? ouais. Tu vois qu'il continue à nettoyer ses verres. Et d'ailleurs, t'as l'impression que c'était le même verre en fait qui recommence machinalement, donc Ouais, les mêmes choses il- jusqu'à ce il que écoute, ouais. tout soit fermé. Alors attends, je suis en train de réfléchir. Bon, pendant que tu réfléchis, moi je m'approche de toi et je Ouais. te chuchote. Pourquoi tu laisses pas ta fenêtre ouverte et qu'ils viennent en cachette? Ah, au 4e étage, ça va être... Qui te Non, regarde il a dit au deuxième. Ouais, deuxième. Deuxième et quatrième, mais on peut considérer que... Je fais un signe à Malicia, puis j'utilise thaumaturgie. Et j'essaye d'attirer l'attention de l'aubergiste en modifiant un petit peu l'intensité et la couleur du feu. Ok. Donc d'un coup, ça s'enflamme un peu plus, tu vois, qui se tourne. Il fait tomber son verre, donc en fait c'est des verres en terre cuite, tu vois, qu'il le fait tomber. Oh merde! Et puis tu vois qui... Tu vois, j'encourage Malicia à faire passer son... Ok, bah je bestiole, comprends Ok, eh bien, fais-lui faire un test de dextérité. Ça commence bien. Il a un +3. Ok. Donc des 20. Ouais, ok. Ouais, voilà, c'est bon. 22. Ok, donc très rapidement, en fait, c'est comme s'il comprenait. Il file donc très rapidement, il monte donc les escaliers aussi vite. Tu vois que la domestique qui était à côté donc regarde et puis elle dit rien. Elle dit rien, elle laisse passer. Et donc l'homme ramasse ses petites affaires. Tu vois qu'il il vous regarde un peu étrangement et puis tu vois qu'il reprend un verre, il continue à Problème, mastiquer. Moi je voulais dormir. Rien du tout, mon gars. Et puis tu vois qu'il crache. C'est juste au moment où... Et puis après, je fais... Puis je monte. Fais-moi un test de sagesse. Ah, chouette. Donc tu maîtrises hein, les compétences de sagesse. Hein, c'est ça Ouais. Ok, donc tu peux rajouter ton bonus de maîtrise. 18 plus un 19. Bah, d'ailleurs, faites-le aussi, vous, tant qu'à faire, pour savoir si vous l'entendez aussi. Oula. J'entends 4. Attends. C'est quoi? C'est... Sagesse. 4, ouais, 4. Toi, t'as fait 10, c'est ça? Ok, 13. 13. Donc t'es le seul à entendre, et tu entends, et en plus je les accepte ici. Rien du tout. J'essaye de contrôler ma... On le voit faire une rôle de tête? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais la tronche? Rien. Ouais, viens te coucher. Je la sens pas, cette taverne. Puis je continue de monter. Y a pas, genre, je sais pas, un truc de poser sur la rambarde de l'escalier ou... Non, si ce n'est un balai qui a été posé, parce qu'on va sûrement nettoyer à la fin, mais c'est tout. Pas grave. Je passe. Je passe. Et donc vous montez, tu vois en fait Croque-Mythe qui est déjà à l'entrée de l'une des deux portes et tu vois qu'il t'attend. Et puis tu vois qu'il a des petits yeux comme ça et il te regarde et puis il fait des ronds comme ça et puis après il se colle à toi et puis il a l'air d'attendre quelque chose. Bah je vous l'apporte, mais Et ben il s'engouffre aussi. je pouffe parce que je me dis qu'il abuse en fait de faire ça. Donc voilà. Bah il a l'air d'être content d'abuser. Voilà. Et il se pose aussitôt sur ton lit. Bah oui, on sait qu'il sait dormir par terre. Donc vous dormez dans votre chambre tout seul, bon toi avec Croque-Mythe, donc Garrick tout seul, et puis donc au 4e tu dors. Si je te chante pas de chanson, je t'endors toute seule. Repos long, donc, et Ouais. puis donc vous regagnez tous vos points de vie. Vous n'avez pas dépensé de repos court, donc vous l'avez au maximum. Les points d'héroïsme, vous les regagnez seulement à la fin donc du scénario. Et ça, non, les emplacements. Et les emplacements de sort, vous les regagnez aussi, donc la totalité. Et je peux me remettre en rage 3 fois. Exactement, Et je ne suis plus épuisé. exactement. Et on a gagné 10 PO et... Potentiellement 1000 pièces d'or. Et ouais, ça fait ça. On attend toujours les 100 pièces d'or. Alors, on n'a pas réussi la mission, donc techniquement, on peut s'asseoir dessus. Hein. Bah. Et du coup, on regagne tous nos emplacements de salle. Ouais, c'est ça.
Donc vous pouvez effacer les petites croix que vous avez mis sur vos emplacements de sorts. Le lendemain, la pluie s'abat toujours sur la capitale, mais de manière bien moins volontaire, en fine bruine néanmoins régulière. En descendant de l'étage où se trouvent les chambres, vous retrouvez le rez-de-chaussée et la taverne de l'auberge de l'Hydre Timide. Un monde un peu plus important est réuni et cela s'entend. L'aubergiste a l'air fatigué, sa mine patibulaire est accentuée par de profondes cernes, et la servante nettoie, avec son balai, le sol malgré l'arrivée incessante de nouveaux clients, crottant l'entrée sans même faire attention au travail effectué fébrilement par la jeune femme. Elle souffle de fatigue, puis recommence son labeur, toujours sous le regard de l'aubergiste. Vous entendez au loin, à travers les carreaux des fenêtres, le bruit d'un éclair annonçant le départ lent mais certain de l'orage sévissant la veille. Vous êtes donc de nouveau là où vous étiez la veille. Je vais faire le rituel pour lier mon arme, enfin mes armes à moi. Ok. Du coup, je passe 1 heure à psalmodier, à faire des gestes de façon à lier mes armes. T'as le droit à 2 armes, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ce qui te permet, tiens, pour que les viewers puissent comprendre... Ce qui me permettra dans le futur de ne pas pouvoir me faire désarmer à moins que on me neutralise. Et en fait, si je me trouve dans le même plan que l'arme à laquelle je suis lié, en fait, je peux la faire apparaître dans ma main pour une action bonus. C'est ça. Et tiens, comme on avait fait la description dans je crois, le tout premier épisode d'Abilat, on va passer aux autres. Tiens, Malicia, est-ce que tu peux physiquement décrire ton personnage? Alors, mon personnage a à peu près une trentaine d'années, 1m70, avec une longue chevelure brune, des yeux rouges, mais avec un iris un peu changeant, doré, qui change en fonction de la luminosité. Voilà, sur mon physique. Ouais, puis le teint... Le teint gris qui est caractéristique des elfes noirs. Voilà. Garrick. Donc Garrick, il n'est pas très grand, étonnamment. Grosse barbe, vraiment noire. Il a la quarantaine physiquement. Il est très 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 frustre, vraiment toujours un peu renfrogné quoi, mais très loyal envers tout le reste de la troupe. Genre un peu. Et est-ce qu'il a des choses sur sa barbe ou elle est... Ah, il prend soin de sa barbe. Là, il a pris un petit temps pour la cirer, pour la tresser. Ouais, une barbe très soignée. D'accord. Et Zarus? Zarus a le milieu de la trentaine. Il est de taille... il est relativement grand. La peau rouge, les yeux jaunes, comme beaucoup de Keflin, finalement. Et il a pas mal de tissus cicatriciels sur le visage dû à son passé de soldat. Voilà. Et donc, vous êtes au rez-de-chaussée de cette auberge. Et donc, comme d'habitude, qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes au petit matin? Vous avez d'ailleurs entendu donc l'une des cloches sonner, donc celle des primes, donc celle d'à peu près 8 heures, donc il fait jour. Sachant que c'est un petit peu comme à l'époque médiévale, donc tout est rythmé par les cloches. Comme à l'époque médiévale, vous en avez 8 à peu près qui organisent un peu la journée. Pourquoi? Parce que c'est aussi les 8 phases de la lune. Donc finalement, ça se greffe très bien à ce qui était de notre époque médiévale à nous. Et donc vous avez entendu les cloches sonner donc très lentement cette fois-ci, qui indiquent donc les primes, donc les 8 heures à peu près du matin. Donc vraiment l'heure où il fait, c'est le début de la journée. Voilà. Sachant qu'en hiver, le ciel, la journée dure pas très longtemps. C'est à peu près vers 7h du matin que commence l'aube et puis ça se couche vers 17h à peu près. Quand est-ce qu'on mange? Voilà, on va manger. C'est vrai qu'on n'a pas mangé. Bah oui. Alors le repas, vous voyez que c'est pas très frugal, mais ça comble malgré tout, une sorte de grumeau assez simple avec du pain. On vous indique, donc la servante, c'est toujours elle qui vient. D'ailleurs, elle gère l'ensemble de la taverne, sachant qu'il y a une quinzaine de tables. Donc là, il y a pas mal de monde. Donc vous voyez que elle est obligée de tout gérer. Donc elle vient ensuite vers vous et elle vous dit que grosso modo, pour ce repas du matin, c'est 3 pièces de cuivre chacun. Ok. Voilà. Sachant que donc une pièce d'or, c'est égal à 10 pièces d'argent.
Et une pièce d'argent, c'est égal à 10 pièces de cuivre. Donc une pièce d'or égale 100 pièces de cuivre. Tu me parles en chinois, mais... Bah du coup, je l'aide à payer, parce que du coup, t'as de l'argent. En fait, à chaque fois, c'est pour ça que je te regarde. Toi, Ouais. limite, je t'ai donné ma bourse. Hein. Oui, voilà. Mais vraiment, en plus, je l'ai pas sur moi, j'en ai rien à carrer, quoi. Donc du coup, je sors les 3 pièces de cuivre de sa bourse, puis je sors 3 pièces de cuivre de la mienne pour manger un morceau. Ok, bah je vous laisse retirer 3 pièces de cuivre. Donc vous faites un échange, parce que je sais plus qui a des pièces de cuivre, mais dans ce cas-là, vous lui donnez une pièce d'argent, et puis elle revient après avec des pièces de cuivre. Donc si vous lui donnez une pièce d'argent, elle vous rend donc cette pièce de cuivre. Moi, je vais prendre une bière au passage. Ok, dès le matin. Petit déj. La chope ou la cruche? Bah, Ah, y'a cruche. dans la shop, c'est raisonnable. Bah c'est 4 pièces de cuivre. D'accord, ok, bon, 3 au final. Et donc elle vous sert au bout d'une dizaine de minutes, elle vous apporte ça donc dans un petit bol en bois. Et la chope donc dans une chope en étain directement. Et vous sentez avec le monde, alors déjà qu'il fait un petit peu plus chaud. Alors vous avez toujours cette cheminée donc qui a été rallumée. Vous voyez toujours la pluie qui continue toujours donc très fébrilement finalement à tomber sur le verre. Et dès qu'il y a une personne qui rentre, vous sentez le frais s'engouffrer, ce qui permet de s'aérer un petit peu. Et puis vous sentez que déjà vous avez une odeur qui est un peu moins viciée, enfin un air qui est beaucoup moins vicié parce que à l'intérieur, avec le monde, il fait chaud. Les gens transpirent un peu et donc vous sentez que vous êtes dans une atmosphère physiquement étouffante. Ça sent le poney, quoi. Ça sent un peu le poney. Ouais. Et donc vous mangez tranquillement et une fois terminé. Vous voyez, toi tu vois Croque-Mite qui redescend. Donc, tu vois que lui faisait autre chose, tu vois qu'il déplaçait donc une sorte de petite barrique et donc il fait pas du tout attention. Tu vois quelques personnes qui le regardent mais un peu bizarrement puis hop donc il se met à côté de toi et c'est tout. Et donc que faites-vous après avoir fini Moi, je lui fais un geste pour qu'il sorte. Je veux qu'il sorte de... Eh ben tu vois que il te regarde un peu bizarrement puis après donc il se déplace très rapidement. Il passe comme ça entre les tables et dès qu'une personne ouvre la porte pour sortir, hop, il s'engouffre aussitôt. Donc, moi, je finis de manger rapidement. Je sors pour prendre l'air parce que j'étouffe un petit peu. Puis j'ai besoin de méditer un petit peu, de me reconnecter avec l'air extérieur. Ça marche. Gary, tu fais quoi? Moi, je le suis, mais je suis pas plus dérangé que ça. Moi, ça me rappelle la maison. Ok. Abilat. Je suis effectivement mon ami pour aller me ressourcer près des arbres, moi aussi. Il y avait trop de monde. Pareil, je sors. Donc toi, tranquillement avec ta chope. Donc vous sortez et vous pouvez voir, alors vous l'avez pas vu... Pas sorti du coup? Non, il termine de J'ai manger. fini. Je croyais que t'avais... J'ai fini, j'arrive. Vous voyez que sur l'un des pans donc, de l'auberge, vous l'aviez pas vu parce que bon, vous étiez surtout sur autre chose. Sur la façade de l'auberge, une inscription en lettres de sang séché mélangées à de la cendre et qui représente le mot simulacre. Vous savez à quoi fait appel cette insulte. C'est un terme s'étant développé un peu partout au sein de l'Empire lunaire, mais plus particulièrement au fragment du crépuscule. L'insulte vise les échos. Les échos de l'empereur Charlemagne sont vus comme des simulacres. Simulacres de vie, simulacres de l'empereur. Des erreurs contre nature ne devant pas être à la tête de l'Empire et de ses fragments. Souvent associés aux Prométhéens, utilisant ce terme comme marque de ralliement pour rassembler les esprits, ce terme se répand à présent dans certains groupes voulant voir le retour d'un empereur rouge, d'un unique empereur à la tête de cet empire. Vous retournant, vous faites face aux nombreuses habitations se construisant de ce côté-ci de la capitale, sur la partie nord de Paris. Vous entendez les navires venant de diverses parties de l'Empire et d'ailleurs en direction du majestueux port de la capitale où ils peuvent trouver refuge. Le comptoir de la guilde lui-même se trouve dans le quartier oriental. Aux origines de la guilde, selon les différentes légendes qui y sont associées, un homme venu d'Orient s'établit au duché de Champagne, lors d'une de ses foires. Et, créant la guilde, il exporta sa manière de vivre dans certains quartiers sous son influence. À Paris, c'est un quartier bien plus protégé.
éclairé la nuit par des lanternes contenant des lucioles, offrant une agréable sensation de sécurité là où, habituellement, les voleurs de toutes sortes se tapissent dans l'ombre pour attendre le pauvre air s'étant égaré. Des tissus de différentes couleurs permettent l'été de couvrir les rues et ainsi de protéger du soleil les nombreux individus cheminant en direction de la guilde. Il faut une dizaine de minutes entre les ruelles étroites et malodorantes de la capitale pour arriver jusqu'aux portes de la célèbre guilde au Céleste. Le quartier attenant est celui des bouchers, sale, dont l'odeur empeste souvent les tenues par le sang dont se débarrassent dans les rues les artisans après les découpes. Vous êtes parfois obligé de vous contorsionner pour éviter un seau sorti de nulle part pour déverser violemment son liquide écarlate sur le sol déjà gorgé. Différentes enseignes, la plupart en bois, certaines en fer, mais toutes représentant un animal, virevoltent au gré du vent toujours mordant. Enfin, la zone pavée, délimitant inconsciemment le quartier de la guilde et ses murs blancs. Des fresques, travaillées avec minutie, embellissent les façades. Soudain, au détour d'une ruelle, vous apercevez le symbole de la guilde sur une enseigne. Un gros poisson gravé d'or sur un fond noir. 2 énormes battants vous font face, vous laissant pantois devant la grandeur de l'édifice. Ben, on va essayer de trouver le fameux Albor. Voilà, on monte. Albor. Oui. Ok. Vous voyez que les 2 battants sont ouverts, donc on vous laisse circuler librement. D'ailleurs, il y a pas mal de monde en fait qui rentre. Vous voyez que, alors déjà, il y a du monde à Paris, mais là, vous avez l'impression d'étouffer car c'est comme si vous rentiez par l'intermédiaire d'un entonnoir. Beaucoup de personnes s'amassent pour tenter de pénétrer les lieux. Vous devez jouer des coudes pour entrer. Pendant cette ascension, d'ailleurs, vous entendez des artisans venus faire affaire parler de la mort de l'empereur. Selon les rumeurs, la phénicière aurait pratiqué l'embrasement. Un rituel ancien consistant à enfermer le phénix impérial dans son cœur. Un artisan a l'air perplexe. Mais l'écho, c'est-il pas un phénicier à la base? Pourquoi que Charlemagne n'y aurait pas fait lui-même l'embrasement? Bah, Nigo, s'il l'avait fait, il serait mort aussi, tiens, répond tout de go son ami. Pas sûr. Et pour les orques, hein, qui se sont fait la malle, moi je te le dis mon gars, ça sent pas bon. Mais alors vraiment pas bon. Les affaires, faut les faire maintenant, lui retourne machinalement l'autre artisan. Une fois à l'intérieur, c'est comme si vous poussiez les portes du paradis. Une fontaine intérieure vous fait face, avec le doux murmure de son eau limpide coulant avec volupté. De magnifiques tissus transparents sont accrochés de ci de là au plafond pour offrir une atmosphère chaleureuse au lieu. Le sol est composé de différentes mosaïques aux plaquettes pastel. Les lanternes, de différentes formes mais de type arabisante, illuminent de manière apaisante votre regard. La salle a l'air vaste, et en même temps, les tissus séparant artificiellement l'espace donnent un effet de confort intimiste à l'établissement de la guilde. Près de l'entrée, une table en cuivre, merveilleusement ouvragée de représentations marines et aériennes, trône avec ses verres de différentes couleurs. Le maître artisan verrier a fait en sorte de produire des objets d'une grande qualité. Naturellement, les clients entrent au sein de la guilde et se servent. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vient et qui sert donc... Sur le chemin, je rattrape de temps en temps Abilat pour la ramener un peu dans le... Parce que sinon, je sais qu'elle va se barrer à droite à gauche, mais je fais ça de façon tellement machinale que... Oh Oh Voilà, c'est-à-dire qu'elle serait prête à attraper le verre. Et donc, en fait, c'est libre d'accès. Donc, vous voyez certains qui le prennent. Et puis, dès qu'il y a quelqu'un qui prend un verre, vous avez quelqu'un qui s'approche. Et donc, vous avez enfin une personne qui s'approche de vous, une femme, qui vous regarde. Bonjour. 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 Que Bonjour. puis-je faire pour vous? Nous souhaiterions parler à un certain Albor. Agbor, vous devriez prononcer. Agbor est un gnome, c'est notre responsable. Certainement, ça doit être ça. Pourquoi voulez-vous le voir? Nous avons quelque chose à lui remettre. Très bien. Tu vois qu'elle tend la main. Remettez-le-moi. Nous lui remettrons main propre. Malheureusement, Agbor ne reçoit que quelques personnes triées sur le volet. Mais je peux très bien lui donner l'information que vous désirez. Des personnes qui viendraient au nom du palais impérial? Fais-moi un test de charisme. Non, on va essayer. Puis au pire, je lui montre. Il n'y a pas un sceau sur le papier qu'on nous a donné? En lui montrant le sceau. Ok. Bien. 9, 10, 10. Elle te regarde, elle regarde le sceau. Vous venez de la part du duc de Champagne? Oui.
Akbor va vous recevoir. Et la suite? Après le générique, non. Voilà, c'est terminé pour cet épisode qui a permis donc eh bien d'avoir une petite ambiance parisienne très particulière. Oui. C'était très agréable de découvrir un peu les personnages et les interactions avec votre monde. Et Intrigue géopolitique. Voilà. aux petits oignons, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cet épisode, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, quoi d'autre? Le Tipeee, si vous voulez aider. Oui, de nous. Ça peut être utile, ce n'est pas pour nous financer notre budget nourriture, mais pour avoir de magnifiques caméras. Bon, c'est pour pouvoir prendre le Céleste après. Ou pour prendre le Céleste, pour construire notre propre Céleste, pour faire un gène. Voilà. Et peut-être le... Discord. Voilà, Discord, exactement. Désolé, je coule. Le Discord pour nous retrouver, pour discuter avec nous. On aime bien discuter, même avec vos commentaires. On aime bien répondre à ces petits commentaires sous nos vidéos. Et merci de croire en cette chaîne, ça nous fait énormément plaisir. On remercie encore Craft sur Table pour ces magnifiques figurines. Tout à fait. Et on vous dit à dans 2 semaines À dans 2 semaines. pour la suite. Oh là là. À la prochaine. Salut. Ciao.